Merci de votre présence. Je veux remercier à Daniel et à les amis de la maison du jouet rustique pour être ici à Pujol. Cet après-midi, je vais vous parler de l'importance de la nature, du monde des plantes dans le jeu enfantin. La nature, c'est alors une mère qui nous donne des ressources pour que nous puissions profiter du temps d'une façon agréable et ludique. Les jeux et les jouets que je présenterai se centrent essentiellement dans un espace plutôt champêtre et dans un temps du passé, bien qu'il dure longtemps dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Cette interaction de l'enfant avec la nature est très importante parce qu'il lui permet de la connaître mieux, la respecter et stimuler la sensibilité artistique présente dans l'imitation du monde des adultes. Cette imitation permet aux enfants de voyager dans un monde sans limite. Des jeux et des jouets construits avec des éléments de la nature se caractérisent par une grande simplicité et brièveté. Ils sont beaux et éphémères, comme les fleurs sauvages. Selon les saisons de l'année et avec ses ressources naturelles, des jeux et des jouets recréent l'univers quotidien des familles du monde champêtre, comme les tâches ménagères, par exemple la cuisine, la mode, les poupées, et certains jeux comme sauter la corde, entre autres. Il y avait aussi d'autres activités parfois plus dynamiques, mais aussi plus dangereuses. La fabrication des arcs et des pièges, des voitures et des charrettes, des petits bâtiments et divers jeux, on met en évidence la force et la vitesse. D'une certaine façon, ces jouets et jeux rappellent la fonction de l'homme avait dans une société primitive. De toute façon, l'univers du jeu et du jouet se nourrissait de différents éléments de la nature. L'élément terre, par le contact et l'utilisation de la terre elle-même, la boue, d'arbustes, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits, des noix, des graines et des semences. L'élément eau, avec la construction de petits barrages et des puits, avec le mouvement des petits bateaux dans les conduits d'eau. L'élément air, avec les jouets qui fonctionnaient avec la force du vent, comme le cas des moulins et des sifflets. L'élément feu, et une violation des règles parce que c'était interdit par les adultes qui disaient aux enfants « Si tu joues avec du feu, tu pisses un lit ». Malgré cela, quand les enfants étaient devant la cheminée le soir, ils prenaient un petit bâton brouillé, ils faisaient des mouvements circulaires, comme pour dessiner un vélo, ou ce qu'ils voulaient. Ils ramassaient et brouillaient aussi la poudre produite par la fleur des pins, une espèce de soufre qui semblait le lancement de roquets.
Il était au fond l'harmonie entre le monde élémentaire et l'enfant. Où l'imagination et la liberté avaient un espace infini. La force, la créativité, la persévérance, la résistance qu'on acquiert en contact avec la nature souvit certainement le mythe Dante qui devait son invincibilité au contact avec sa mère, Géa, c'est-à-dire la terre. Pour simplifier, je vous parlerai de ce monde du jouet sur plusieurs catégories. L'alimentation et la vie domestique, des décorations, des accessoires, la représentation des animaux, les transports, le monde des arbres, la musique, les vêtements, etc. Dans le monde de l'alimentation et des repas que je vais explorer, les enfants imitaient à la maison la préparation des repas, c'est-à-dire à l'extérieur et en contact avec la terre. Ils utilisaient des herbes et des plantes qui rappelaient les produits utilisés par les adultes. Par exemple, les oreilles d'abeille, c'est une petite plante dans les murs. Et un nom populaire pour l'expression de l'ombilic rupestre, c'est le nom scientifique. Enfoncé dans un petit bâton suspendu sur un mur de pierre, représentait des saucisses de porc fumées. Et typique de la région de Trás-os-Montes au nord du Portugal. C'est très bon. Et la même plante a servi à représenter des pommes de terre et du riz. Il y a une chose, c'est la fleur, c'est le riz. Et les frites étaient les feuilles de Carpobrotus edulis, c'est une autre plante. C'est les frites. L'omelette aux asperges sauvages, tout à fait délicieuse, était représentée par la plante Senecio. C'est une autre plante simple, dans laquelle la couleur verte indique la présence des asperges. Et la couleur jaune sont les œufs. La boule d'huile d'olive, un pain sucré, les gaufres au pain traditionnel dans la région au nord du Portugal étaient représentés par la belle fleur jaune de la plante Ranunculus. C'est jaune, c'est très belle. Ranunculus. Merci. Et les feuilles de la fougère et l'ilis sont des plantes représentaient les poissons. Les feuilles, les poissons. Même les fromages étaient cherchés dans les plantes. C'est le cas de la fleur de Jassion montana. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une fleur bleue. Jassion de montana. C'est un fromage. Et des fruits, de la mauve. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, la mauve. Les fruits sont des petits fromages. L'assaisonnement, les feuilles de la fumaria officinale a remplacé le vrai persil. C'est une autre plante. Pour le dessert, il y avait toutes sortes de gâteaux, faits de goût, des algues et de la saleté accumulée dans les réservoirs ou dans la course d'eau. Avec les feuilles entrelacées de pain, les feuilles entrelacées de pain ont représenté la morue salée, largement utilisée dans la cuisine portugaise. Pour préparer ces délicieux repas, les filles et les garçons utilisaient des casseroles construites avec des oranges
des pots de fer avec une noix de râle. La râle du chêne. Les fourchettes étaient présentes dans les graines de la plante Erodium. Je ne sais pas si vous connaissez. Erodium. C'est une petite plante, et la semence, elle fait, quand elle est sèche, elle fait comme ça. Avec l'écorce d'orange et quelques bâtons, on avait une poêle et des œufs au plat, qui est ici. Quand on jouait aux petites maisons, il fallait y mettre des meubles. Pour cette raison, ils construisaient des petites chaises avec les épis de cette aria, c'est une herbe. Parce que les épis adhèrent comme velcro. Je veux encore rappeler l'importance de l'artisanat de miniature comme une perpétuation de l'enfance et de jouer dans un monde adulte. Il y a l'enfance et toujours. Perpétuelle. Pour conclure, je me souviens de l'homme qui plantait des arbres par Jean Giono, je ne sais pas si vous connaissez, comme une métaphore de l'importance de l'arbre dans l'équilibre du monde et dans la paix. Ici, à Pujol, la maison du jouet rustique et le travail manuel fait appel à un monde d'imagination, de liberté, de connaissance et de respect de la nature. Et merci de votre attention. Je vais commencer par une introduction. Ça paraît, pour un prof, ça paraît banal. Alors, l'introduction, c'est, vous posez une question, mais je ne vous demande pas de répondre. Vous n'êtes pas en train de passer le bac, ni le BEPC, ni autre chose. Je vais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qu'un jouet? Ce mot « jouet », on va l'interroger, parce qu'il va déjà nous déterminer un certain nombre de choses. Le jouet. Alors, je ne vais pas vous raconter que ça vient de jocus en latin, etc., etc. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que jouet, c'est un terme générique. Générique, ça veut dire qu'il englobe une vaste variété d'objets. Vous entrez dans un magasin de jouets, vous savez à peu près ce que vous allez trouver. Vous ne trouverez pas de saucisses, sans doute, pas non plus de chaussures, mais vous allez trouver toute une série d'objets qu'on peut qualifier de jouets. Eh bien, figurez-vous que le concept de jouet, comme concept générique, est relativement récent. Récent, ça veut dire le Moyen-Âge. Parce que même si ça vient du latin jocus, qui a donné, par exemple en anglais, joke. Joke, c'est une mauvaise plaisanterie. Dans l'ancien temps, les hommes primitifs, les enfants primitifs, on va dire, il y a 12 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, et ils étaient comme les nôtres, ils jouaient pareil. C'est-à-dire, ils jouaient avec ce qu'ils avaient. Un bout de bois, une pierre, mais on leur fabriquait probablement pas de jouets spécifiques comme on fait aujourd'hui, des jouets adaptés à un âge, aux filles, avec les couleurs, tout ce qu'il faut. Donc, il y avait un nom pour chaque objet. Par exemple, les Romains, ils avaient un petit peu généralisé le terme qui au départ signifiait un bracelet sonore. Vous allez tout de suite comprendre le mot parce que c'est une onomatopée, ça se disait crepitacula. Crepitacula, c'était le bracelet sonore qui avait un peu la fonction du hocher, c'est-à-dire d'occuper l'enfant et en même temps de chasser les mauvais esprits. Et quand les jouets, quand tout est devenu commercial, quand les jouets ont commencé donc à devenir une marchandise, et j'en ai un bon exemple ici, je vais vous le commenter, eh bien, le mot jouet est apparu comme terme générique. On n'appelait plus le jouet par son nom particulier. On disait c'est un jouet, parce que c'est un jouet. Et jouer, ça voulait dire faire quelque chose de non productif. Non productif du point de vue commercial pour celui qui joue, mais pas pour celui qui vend. Parce qu'il y a un commerce de jouets qui est assez lucratif, et entre parenthèses,
Je vais vous citer je vais vous dire une citation que j'ai eue, disons, placardée sur tous les murs d'un stage que j'avais fait sur le plateau du Vercors à Die. Il y avait tout un tas de stagiaires qui étaient, ludothécaires, etc. Ils avaient mis un autocollant qui disait « Jouer peut nuire au sommeil des petits enfants chinois ». Parce que les jouets en plastique, et tant pis si j'ai gêné quelqu'un, les jouets en plastique que nous achetons tous, plus ou moins, pour nos enfants, ces jouets en plastique sont fabriqués par des enfants chinois, qui sont comme ceux-là qui, au lieu d'aller à l'école, travaillent la nuit et le jour pour fabriquer des jouets qui vont servir à polluer la mer. Et là, nous sommes contre. C'est clair. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais vous raconter l'histoire de certains jouets, parce que c'est une plante intéressante, parce que c'est une histoire particulière. Je suis là qui me tombe sous la main. Alors, voilà. Il n'y a même pas besoin de micro. C'est une variante de la crécelle. Or, la crécelle, c'est quelque chose, il y en a de très nombreuses variantes. Alors, vous avez la crécelle, vous avez, qu'est-ce que je vais dire, moi, il y a plusieurs autres mots, non, je ne vais pas vous abreuver de vocabulaire. Donc, vous avez la crécelle, vous avez le cistre, vous avez, enfin, le hocher. Le hocher, je vous dirai quelques mots sur le hocher, que peut-être vous ne savez pas. Alors, si vous voulez comprendre la crécelle, et même, je dirais, si vous voulez comprendre les jouets, les archétypes, c'est-à-dire les types, les modèles premiers des jouets, pensez toujours religion, pensez sorcellerie, pensez magie, pensez magique. Ce n'étaient pas des objets pour jouer. C'est rare qu'un objet premier que nous utilisons comme jouet aujourd'hui ait été un jouet au départ. La roue, on dit que par exemple les Incas ne connaissaient pas la roue. Ou les Aztèques. C'est faux. Ils connaissaient le cercle. Mais tout ce qui était rond était sacré, donc dédié aux dieux et donc pas au travail. De même que l'or. L'or, et Pline le Jeune, qui était le responsable des mines d'or d'Espagne avant Jésus-Christ, avait dit depuis que l'or commence à devenir quelque chose qui est lié au commerce, tout est foutu. C'est fini. Avant, l'or, c'était réservé aux dieux, donc ça ne servait pas à faire du commerce et donc aux dérives terribles que nous connaissons aujourd'hui avec la finance. La plupart des jouets de base étaient des objets associés à un culte. Alors, si vous voulez synthétiser en un seul mot ce que c'est qu'une crécelle, pensez à exorciser, exorcisme. Exorciser, ça veut dire chasser le mauvais sort, chasser le diable, chasser l'ennemi. Je vais vous en donner quelques exemples. Probablement, vous savez, on disait que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. En fait, ce n'était pas le ciel, c'était le tonnerre. Et alors, ils utilisaient sans doute, malgré ma barbe blanche, je n'étais pas né, mais enfin, on peut le supposer, ils utilisaient des engins comme ça qui imitent le crépitement du tonnerre. Donc, qui sont censés parler dans la pensée magique. Ce n'est pas la même que la nôtre, ce n'est pas une pensée rationnelle, c'est une pensée magique. C'est-à-dire par imitation, ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient attirer l'attention du Dieu, parce que le tonnerre, c'était un Dieu. Alors on lui parlait, on essayait d'amadouer, de dire, allez, va-t'en ailleurs, laisse-nous nos récoltes, etc. Donc c'était pour chasser le tonnerre en tant qu'ennemi. Ensuite, vous avez la crécelle qui est très utilisée par les Juifs. Les Juifs, ils ont une fête, Hanouka, on ne peut pas la citer, c'est la fête des Lumières, et alors ils ont des lectures sacrées, et les Juifs ont été envahis à une certaine époque par les Grecs. C'est tellement vrai que les évangiles sont écrits en grec, écrits par des Juifs et en grec. Et alors, ils avaient les crécelles. Et ils ont gardé ces crécelles pendant longtemps. Et quand on disait Hanouka pendant la cérémonie en question, de la même manière que l'Église catholique, je vous raconterai après à la suite, parce qu'il y a les deux faces là. Lorsqu'il était prononcé le nom de Ammon, qui était le chef grec qui leur avait causé tant d'ennuis, on tapait des pieds, il tapait des pieds, il criait, il faisait marcher la crécelle
pour chasser l'ennemi grec, l'ennemi Ammon. L'Église catholique. L'Église catholique, pendant que les cloches sont parties à Rome, rythme les cérémonies, les offices, rythme avec des objets en bois. C'est une autre symbolique que le métal. Et il y a 100 ou 150 ans, ça j'en ai vu des traces écrites, aussi bien en Espagne qu'en France, quand on faisait ça pendant la messe de Pâques ou de la période là où les cloches ne sont pas là, on disait, j'y étais pas, hein, on disait mort aux Juifs. Pas l'oublier ça. C'est pas que je vais faire de l'anticléricalisme, je fais de l'histoire, tout bêtement. Ensuite, il y a une autre époque aussi qui est très intéressante, et j'ai raconté tout à l'heure l'anecdote à quelqu'un. J'étais, pour ne pas le citer, c'était à Aurillac, en train de faire une animation comme ça avec l'exposition des jouets, et je fais entendre ça, histoire d'attirer les gens, histoire de leur montrer quelque chose. Et alors, il y a un monsieur très digne, avec son costume, mais vraiment très digne. Ça fait une dizaine d'années, lui-même il devait avoir 80 ans passés, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, très poli, très doux, très gentil, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter ce bruit? Alors je lui dis, bien sûr, vous savez, moi je fais ça, comme ça. Oui, mais il dit, vous savez pas de quoi je vais vous parler? Non. Eh bien, je vais vous raconter. Pendant que j'étais au maquis, nous avions fait des crécelles, mais beaucoup plus grosses, avec des bambous, qui faisaient un bruit terrible. Je peux vous dire que quand c'est fait avec un gros bambou, ça fait un bruit terrible. Alors, les maquisards étaient planqués dans les buissons, et quand ils voyaient passer la patrouille, là, vous savez, vous avez vu ça dans les films, la patrouille de nazis, ils faisaient marcher leurs crécelles. Et les autres croyaient que c'était des mitraillettes et qu'ils étaient armés. Alors, ils foutaient le camp, et ils disaient on n'avait pas d'armes. Et on les chassait avec ça. Alors, je peux vous dire que c'était dur, c'était difficile. Alors, vous comprenez pourquoi je vous demande d'arrêter? Je dis oui, je comprends, effectivement. Alors, dernière chose, je le fais en condensé là, dernière chose, vous-même sans doute, et ce n'est pas une critique, c'est purement de la pratique quotidienne, vous avez pratiqué la magie sans le savoir. Parce qu'il est fort probable que vos bébés, voisins ou les vôtres même, ont utilisé un hochet. Or, un hochet, c'est de la famille des crécelles. C'est fait pour exorciser, pour chasser quelque chose. Alors, je ne vais pas avoir, l'outrecuidance, vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a dans le hochet? Ben, il y a des graviers. Et comme il y en a 7. Et pourquoi il y en a 7? C'est pas à cause des 7 jours de la semaine, c'est à cause des 7 péchés capitaux. Donc, le bébé, en agitant son hochet, il chasse les 7 péchés capitaux. C'est de la magie pure. Oui, alors les lépreux, ce qui est curieux, c'est que c'était inversé. C'était eux-mêmes qui s'expulsaient. Puisque, en faisant ça, c'était eux-mêmes, qui chassaient les autres. Mais ce n'est pas qu'ils les chassaient, c'est qu'ils les éloignaient pour qu'ils soient protégés. Ils s'expulsaient eux-mêmes. Eux-mêmes, en tant que victimes, ils s'expulsaient. Exactement. On en essaye une autre. Un petit oiseau qui est une copie simplifiée d'un oiseau russe. Parce que l'oiseau russe lui-même, il est fait avec, je vous dirai pourquoi, il est fait avec 2 morceaux de bois. Ils s'encastrent l'un dans l'autre, vous voyez? Ils sont coupés, là il y a une encoche, là il y en a une autre, ça s'encastre l'un dans l'autre. Et alors, ils prennent le morceau de bois qui est plus fin que ça, hein, peut-être un peu plus gros que le pouce, mais guère plus. Ils le fendent, il y a facilement 12 à 14 lamelles fines comme du papier. Et ce que ça va donner, dans un premier temps, ça va donner les ailes. Et ils vont les torsader pour mettre ça en position. Ensuite, ils vont prendre l'autre morceau de bois. D'un côté, ça fera la tête et le corps, et de l'autre bout, la queue. Ils vont les encastrer. Et l'oiseau, d'origine, il est blanc. Je vous dirai pourquoi il est blanc. Alors, en russe, l'oiseau, ça se dit ptitsa. Ptitsa, c'est un joli mot. Et au pluriel, c'est ptitsi. Et c'est l'oiseau du bonheur. Ptitsi shastya. L'oiseau du bonheur, l'oiseau porte-bonheur. Et il y a une légende qui va avec. Et cette légende qui va avec,
Elle dit que ça se passait au nord de la Russie, au nord-ouest de la Russie, dans la partie qui correspond à la Norvège, à la Suède et tout ça. Et les hivers sont longs là-bas. Alors il y avait un petit enfant qui était malade. Et puis ça durait, et puis le guérisseur du coin n'y comprenait rien, le médecin non plus, et le petit garçon était toujours malade. Alors son père était bien embêté, c'était en plein hiver, et il lui demande un jour à ce petit, il dit, non mais qu'est-ce que tu voudrais, dis-moi ce que tu voudrais. Et le petit dit, je voudrais voir le soleil. Alors le père lui a dit encore, mon pauvre, le soleil, il va bien falloir encore 3 mois pour qu'il revienne. Mais il a eu une idée. Vous savez, quand on est dans le besoin, on trouve des idées. Alors, bon, c'est la légende, mais elle paraît tellement vraisemblable que moi, elle me plaît. Donc, ils étaient au coin du feu, au coin de l'âtre. Vous pensez, alors on voyait des flammes qui montaient comme ça. Et alors le père s'est dit, mais ça, ces flammes, cette couleur, ça ressemble au soleil. Alors si je faisais quelque chose qui voltige là dans le feu, et il a fait un oiseau comme ça, il l'a suspendu dans l'âtre, enfin un peu loin du feu, et l'air aspiré par la cheminée faisait danser l'oiseau. Et l'oiseau était illuminé de manière aléatoire et variable par les flammes du feu, tant et si bien que l'enfant, il a été littéralement hypnotisé par cet oiseau qui était éclairé de la couleur du soleil. Il s'est endormi. Et le lendemain matin, en se réveillant, il a dit, ça y est, papa, je suis guéri. Donc, on en a déduit que c'était un oiseau qui avait un pouvoir magique. Et c'est devenu très connu en Russie. C'est offert pour des baptêmes, pour des mariages, pour des constructions de maisons nouvelles, pour tout un tas de circonstances. Cet oiseau est offert pour ça. C'est l'oiseau porte-bonheur. Donc, l'oiseau bonheur, Ptitsa Shastya. Voilà pour le dire en russe. En quelques mots. Alors après, ils le vendent peint, avec de très belles couleurs. C'est très joli. Mais à l'origine, il n'est pas peint de belles couleurs, parce que les belles couleurs sont données par le feu sur du bois blanc. Sinon, c'est pas cohérent. Si vous donnez les couleurs, vous n'avez pas l'effet magique, on va dire, parce que c'est de la magie. Voilà, une deuxième histoire. Si vous en voulez d'autres, voilà, je vais vous raconter ça. Ça, c'est russe aussi. C'est russe. Alors, on l'appelle ça, en France, on appelle ça le jacquemart. Alors, si quelques-uns d'entre vous connaissent le nord de la France ou la Belgique, tout ça, ils savent bien qu'un jacquemart, ça n'a pas cette allure du tout. Un jacquemart, c'est pas fait comme ça. Un jacquemart, c'est un personnage qui, quelquefois, a la taille humaine, qui est planté sur un mécanisme horloger qui est sous lui, qui tient un marteau comme ça, et de temps en temps, lorsque les heures tournent et que ça arrive sur les dents des rouages qui correspondent, le jacquemart, il fait doing, et il va sonner sur la cloche le nombre de fois qu'il faut. Bon. Alors, je vais d'ailleurs d'abord vous raconter ce que c'est qu'un jacquemart, peut-être que vous le savez. L'origine du mot jacquemart. On s'est dit, bon, c'était un artisan, parce que ça date du haut Moyen-Âge. On s'était dit, pas moi, hein, les spécialistes, les linguistes, les historiens se sont dit, au fond, jacquemart, saurait être que le premier artisan qui a fait ça s'appelait Jacques. Donc, on a appelé ça un jacquemart. Bon, pourquoi pas. En fait, je vais vous la faire courte là aussi, c'est pas ça de mon point de vue, hein. Je n'y étais pas et je ne suis pas historien en plus. Enfin, quand on essaye de réfléchir à la cohérence des choses, on se dit, bon, l'histoire du nom de Jacques, ça ne me va pas. Par contre, qu'est-ce que c'était qu'un Jacques au Moyen-Âge? Et ça, oui, c'est une question pertinente que vous pouvez poser aux dictionnaires qui sont un peu informés. Un Jacques, c'était un maître artisan. Un maître artisan. Le chemin de Saint-Jacques, c'était le chemin des maîtres artisans. C'était pas le chemin, etc. Non, non, non. Et les professeurs d'architecture et de tout ce que vous voulez, de religion, ils étaient au pied du mur, au sens propre, au pied du mur de la cathédrale. C'était des Jacques. Et le jacquemart, c'est probablement le maître Jacques. Maître Jacques. Et alors, pourquoi est-ce que, c'est aussi mon opinion, mais pas seulement, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à sonner la cloche
comme ça de temps en temps dans la journée. Alors, s'il y a des syndicalistes parmi vous, ça va les intéresser, parce que avant, quand est-ce que commençait le boulot dans les champs? Quand le soleil se levait, ou quand il ne pleuvait pas, etc. Quand est-ce qu'on mangeait? Quand on avait faim. Et quand est-ce qu'on rentrait le soir? Quand on avait marre. Or, on s'est mis à codifier les horaires de travail. Et les cloches qui sonnent, elles codifient les différents moments pour commencer le boulot, pour faire la pause du repas et pour faire la pause du soir. Donc le jacquemart, c'est celui qui sonne les heures pour aller au travail. Et par la même occasion, le dimanche, pour aller à la messe. Voilà ce que c'est qu'un jacquemart. Et ça n'a pas du tout ni le même mécanisme, ni la même fonction. Parce que le seul point commun qu'il y a entre les deux, c'est le marteau. Il y a des marteaux, alors effectivement, le jacquemart a un marteau. Mais le mécanisme qui est là, c'est pas du tout le mécanisme sur pivot du jacquemart qui tourne avec un mécanisme d'horlogerie. Pas du tout. D'ailleurs, en russe, je n'ai pas trouvé de traduction littérale de jacquemart. Par contre, j'ai trouvé le paysan et l'ours. Le paysan, c'est moujik, et l'ours, c'est miedvied. Alors, et puis c'est les forgerons, kuznietsi. On dit kuznietsi au singulier, kuznietsi au pluriel. Donc ça, c'est kuznietsi, ce sont les forgerons, avec moujik et miedvied, qui est l'ours. Alors, interrogeons un petit peu les choses un peu plus près. C'est une histoire qui est tout à fait parallèle à celle-ci. L'histoire, l'origine de ce jouet. On a pu pas moi, pas besoin que je le répète, mais enfin, ne croyez pas que j'ai inventé tout ça, ni que je l'ai appris par science infuse. Non, j'ai fouillé un peu dans toutes les langues jusqu'à être à peu près sûr de ce que je raconte. Et alors, ça s'est passé vers 1450. Vers 1450, quelqu'un, vous savez, à la campagne, moi j'ai vécu à la campagne, on fait tous les métiers. Quand on est paysan ou agriculteur, il faut faire tous les métiers. La mécanique, tout, absolument tout. Donc, pendant l'hiver, eh bien, il y a un père qui a fait ça pour son fils, qui a inventé ce jouet pour son fils, avec ce mécanisme. Et alors, pensez, il a eu un succès, sauf qu'en plus, moi j'ai fait ça en planche, en 2 dimensions, si on peut dire. C'est plat, mais les Russes le font en sculpture, des sculptures qui, chacune d'elles, est une œuvre d'art. Une magnifique œuvre d'art sculptée, c'est d'une beauté à couper le souffle. Pareil pour les oiseaux. Et alors, ça a tellement plu dans le village qu'on en a demandé. Les voisins, les cousins, et puis comme on était au Moyen-Âge, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, début de la commercialisation, début de la société je dirais pas de consommation, mais en tout cas de la société commerciale. Alors, on s'est mis en vente. Et c'est le village qui est environ 60 km, je crois que c'est à l'ouest par là de Moscou, s'appelle Bogorodskoye. Eh bien, Bogorodskoye est devenue une ville qui m'a l'air, vue sur Internet, parce que je n'y suis pas allé, vue sur YouTube ou autrement, qui doit être à peu près, au moins comme Villeneuve, peut-être beaucoup plus. Et c'est une ville, c'est devenu la ville emblématique, et même on pourrait dire presque le centre de l'artisanat d'art, et en particulier de jouets, de Russie, Bogorodskoye. Et alors vous avez des usines, pas des usines, des ateliers, enfin ateliers assez élaborés, petites usines, des PME, qui fabriquent de ça à tour de bras et qui expédient ça dans le monde par caisse. Donc voilà un jouet russe particulièrement typique. Alors vous allez me dire que je suis toujours dans... Mais non, pas toujours, la preuve. Je vais vous parler encore une fois de croyance et de religion. Voilà un personnage que j'ai recopié à partir d'une photo vue sur Internet, parce que je ne suis pas allé là-bas non plus. C'est un vieux modèle que j'ai travaillé avec la brosse tournante, une brosse en acier pour vieillir le bois, pour lui donner un aspect de vieux, parce que j'ai recopié un vieux modèle. Mais je n'ai pas voulu le noircir. Lui, le personnage, les roues, oui, pour contraster, parce qu'il est blanc. Et même c'est un blanc brillant, très brillant. Alors, il s'appelle Nandi. Nandi, c'est un taureau, un zébu sans doute, il y a une bosse, de l'Inde, et de la religion qui correspond à Shiva. Alors, l'histoire, la légende,
dit la chose suivante, dit qu'il y avait en Inde, je ne sais plus trop où c'est situé, mais j'avoue que je ne me rappelle plus dans quelle région. Il y avait un monsieur, un brave homme, qui pour une raison ou pour une autre n'avait pas d'enfant. Il voulait absolument un garçon, c'était vraiment pour lui, comme pour beaucoup d'entre nous, c'était son souhait le plus cher. Alors il priait Shiva de lui apporter un garçon. Alors tant et si bien qu'un jour, Shiva l'a entendu, et l'homme en question, en allant dans son champ travailler, a trouvé un bébé en plein milieu du champ, un bébé emmailloté qui était là, tout seul. Et alors il a compris que c'était Shiva qui lui avait porté ce bébé. Il l'a élevé, et il l'a élevé dans la religion stricte de Shiva, moralement, religieusement, à tout point de vue. Et le petit, ça l'a tellement passionné qu'on dirait, dans le milieu catholique, on dirait qu'il a eu la vocation l'a pris, comme ce que disent les prêtres de chez nous. Donc il voulait absolument être un serviteur de Shiva. Mais le père, ce n'était pas son objectif à lui. Alors il y avait un petit débat, et un beau jour, il y a eu 2 envoyés de Shiva qui sont venus voir le père, et qui lui ont dit, monsieur, voilà, vous avez eu ce fils, vous l'avez très bien éduqué, mais il n'est pas destiné à vivre vieux, et pas avec vous. Désespoir du père, vous imaginez, moi je suis père, je sais de quoi je parle. Donc, alors le père, il s'est remis à faire des prières pour essayer de conserver son fils. Alors il en a tellement fait qu'il a réattiré Shiva. Alors je ne sais plus si Shiva y est allé lui-même ou s'il a envoyé quelqu'un. Toujours est-il qu'on a fait savoir au père qu'il y avait 2 possibilités. Autrement dit, une alternative. Ne dites pas 2 alternatives, parce qu'une alternative, c'est déjà 2. Alors, il faut dire une alternative, donc en 2 points. Ou bien, l'enfant vivait sa vie et serait un mortel plutôt jeune, ou bien il accepterait d'être transformé en taureau, ou moitié taureau, moitié homme, pour devenir le véhicule qui allait transporter Shiva, devenir son associé le plus proche, son disciple le plus proche, etc. Alors le petit était fou de joie, parce que c'était ça qu'il voulait. Donc il a dit oui, le petit. Et il est devenu ça. Alors il s'appelle Nandi, c'est le nom du petit, qui est devenu le bœuf sacré qui transporte Shiva. Et vous en avez devant les temples de Shiva. J'ai regardé des photos, là aussi, je ne suis pas allé voir. Mais vous avez des bêtes monstrueuses qui sont bien plus grosses que des éléphants, 2 fois plus grosses. Les enfants grimpent là-dessus, ils sont bien gras, bien dodus. Et ça fait partie à la fois d'un jeu, et il y a des jouets. C'est rare qu'il y ait des jouets associés directement à une religion en activité, si on peut dire. Mais comme ce n'est que le bœuf, il n'y a pas de sacrilège. Si c'était on joue avec une statue de Shiva, ça aurait une autre dimension. Donc j'interprète ça comme ça. Ce n'est que le bœuf. Donc on peut jouer avec le bœuf qui transporte Shiva. Voilà encore une histoire. Encore une? Allez. C'est court. Alors ça, si vous voulez vous faire des photos, c'est intéressant parce que si vous voulez aller masquer avec peu de moyens vous voulez aller masquer à une soirée avec peu de moyens, vous avez ça qui fait de l'effet, quoi. Alors il faut essayer d'avoir des grosses noires, si possible des noix bijoux. Et alors, j'ai trouvé ça à une époque où je faisais du collectage systématique un peu partout dans les maisons de retraite. Ça fait 30 ans environ. Et alors j'ai trouvé ça dans une maison de retraite de la région, là je dirais pas laquelle, pas la peine. Alors c'est une dame qui me dit, est-ce que vous connaissez les lunettes de noix? Bien sûr que non. Ah ben je vais vous expliquer. Alors les lunettes de noix, elle m'a expliqué, c'est ça. Et on utilisait, alors je vais le dire à Jouan, je ne sais pas s'il m'entend, parce qu'il en montre dans sa vidéo. Bon, ça fait rien d'écouter. Et alors les lunettes de noix étaient utilisées de son temps de la dame. Ça veut dire que ça fait 30 ans, elle a plus de 80 ans, on va dire qu'il y a plus de 100 ans, 110, 120 ans, ici même, on utilisait ça. Pour des raisons bien particulières, qui n'étaient pas un jeu du tout, c'était hypothétiquement pour corriger le strabisme. Alors, c'était censé
ajusté sur la prunelle qui était bonne, et la prunelle qui était, par exemple, le strabisme divergent, c'était censé la ramener vers la lumière. Seulement, on savait déjà depuis 1850 au moins, les opticiens, les ophtalmos, je dis parisiens, je dirais français, allemands et tout, avaient constaté que ça avait précisément l'effet inverse. Puisque là, ils n'y voyaient plus, alors au lieu de faire l'effort, ils tiraient carrément de l'autre côté, et ils foutaient le camp, et on ne voyait même plus la prunelle. Donc ça servait encore ici il y a 100 et quelques années, alors qu'il y a presque 200 ans, on savait que ça avait un effet contre-productif. Vous voyez le décalage qu'il y a, il n'y avait pas le WhatsApp à l'époque, donc les gens ne le savaient pas. Et elle était persuadée, cette dame, et elle me l'a présenté comme ça, ce sont des lunettes pour corriger les gens qui louchent. Alors ne le faites surtout pas parce que ça aggrave le problème. Voilà, utilisez-le comme masque pour aller boire l'apéro chez les amis, ouais, ça le fait. Allez, encore? Bon, allez, ça, et puis je finirai par la balançoire. Ça, je vais vous le faire entendre d'abord, je ne sais pas s'il est un peu enroué ou s'il marche encore. Si, on l'entend à peu près. Un bateau. Voilà, le bateau qui attend les touristes, là il est garé à quai, il est là à quai. Le paquebot. Alors je vais vous en parler, non pas tellement pour vous parler du système de l'anche sonore, parce que c'est connu dans les instruments de musique, mais pour vous parler de la plante. Cette plante est mal connue, ou peu connue, ou même pas connue. Elle s'appelle la renouée du Japon. Alors la renouée du Japon, ça monte même pas à la hauteur des poutres, là. Ça fait, on va dire, 2 mètres, peut-être 2,50 mètres. Donc, si vous avez ça chez vous, vous le reconnaîtrez parce que ça, vous voyez, ça finit par avoir des tiges assez grosses, ça ne monte pas très droit, c'est un petit peu zigzagant. Ça a des feuilles en cœur assez grandes, un peu comme le catalpa. Et alors, ça a été rapporté par un botaniste des Pays-Bas, je crois, vers 1850. Il est allé au Japon et il s'est rendu compte qu'au Japon, les jeunes pousses de ça, comme les pousses de bambou, ça fait un peu comme la rhubarbe. Ça pousse vite, hein. Les jeunes pousses, quand elles ont environ 10 ou 20 cm, on les coupe et on les prépare comme on prépare la rhubarbe. Il paraît, parce que les Japonais vous font des trucs, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Hein. Vous ne savez pas ce que vous mangez, mais c'est bon. Et alors, ils font des repas succulents avec ça. Ensuite, ils en font plein de choses. Ils en font, par exemple, un élixir de longue vie. Alors, vous voyez sur les pubs, vous voyez des vieillards qui se plient comme des bébés, qui ont une souplesse et une vigueur. Alors il s'est dit, le botaniste, mais c'est génial cette plante, je vais la transporter en Europe. Seulement voilà, ici en Europe, cette plante n'a pas de prédateur. Alors n'ayant pas de prédateur, elle envahit tout. Parce que sous une touffe bien constituée de cette plante, il y a environ 200 mètres carrés de racines par mètre cube de terre. Des racines filiformes, si vous en laissez 10 cm, ça va recommencer. Alors si vous avez ça chez vous, enlevez-le, parce que ça va chasser toutes les plantes autour. Ça va les bouffer par la racine, et peut-être par les émanations, etc. Bon, donc, si ça chasse les plantes aux alentours, il n'y aura plus de fleurs. Donc, il n'y aura plus d'insectes qui allaient sur ces fleurs. Donc, il n'y aura plus d'oiseaux qui allaient manger ces insectes. Autrement dit, ça va n'être plus qu'un champ uniforme de renouée du Japon. Alors, elle est bien parce qu'elle est sonore. Vous voyez, elle est très sonore, on dirait du carton. C'est pareil pour la crécelle, parce que c'est fait avec ça aussi. Mais dans votre jardin, c'est la plaie. Il paraît même que c'est interdit en Angleterre, pour vous dire. Voilà, et je vais finir par ça. Alors ça, s'il y a des oreilles sensibles, je vous demande de pas trop les ouvrir, pas trop grandes. Alors, c'est la balançoire, hein, la balançoire bien connue. Et alors, curieusement, la balançoire, c'est plutôt un jeu de filles. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin du tout. Alors voilà, celle-ci qui se balance. Ce n'est pas anodin du tout. L'origine de la balançoire, c'est une histoire qui intéresse les gens. Et des fois, ils me disent « Ah ben, je ne la regarderai plus comme avant, maintenant, la balançoire. »
Alors, reportez-vous mentalement, si c'est possible. Reportez-vous mentalement à l'âge des cavernes, à l'âge de l'homme primitif, c'est-à-dire à l'âge des chasseurs-cueilleurs. Donc au néolithique, ou plutôt même au mésolithique. Les chasseurs-cueilleurs, comme leur nom l'indique, c'était des gens qui vivaient de chasse, de pêche sans doute, et de cueillette. Donc ils étaient entièrement dépendants des arbres et des arbustes et des plantes. Parce que les arbres en question leur donnaient les fruits, les glands, les châtaignes, les noix, etc. Leur donnaient le bois pour faire le feu, nourrissaient les animaux qu'ensuite eux-mêmes ils mangeaient, leur donnaient le bois pour faire leur cahute, enfin. D'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein. Méfions-nous, on a l'air de croire que quand il n'y a plus d'arbres, c'est faux, hein. C'est même terrible, quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, on ne peut plus vivre. Regardez, dans les déserts, pas moyen, hein. Donc, aimons-les et protégeons-les. Il y a de très bons bouquins qui sont sortis, je les connais sûrement, sur les arbres, qui valent la peine, vraiment, hein. Alors, ces arbres, c'était des dieux. Le chêne, en particulier, c'était le dieu des Gaulois, des Celtes. Alors, j'ai vu que Joan en a montré, là, il a montré le mot kerkous. Je le dis en passant, kerkous, c'est un des termes pour dire le chêne. Puis il y a aussi robour. Mais kerkous, c'est intéressant parce que c'est ce qui a donné le nom du quercy. Le quercy, ça vient de kerkous, en latin, qui veut dire le chêne. Alors, les Celtes, à leur époque, ils ne coupaient pas les chênes gros comme nous, gros comme ça. Ils ne les coupaient pas, donc les chênes, c'était des monstres, c'était des dieux. Pour eux, c'était des dieux. Alors, il fallait honorer les dieux, il fallait les honorer comme il faut. On n'adore pas un dieu n'importe comment. C'est tellement vrai, je fais une parenthèse là, c'est tellement vrai que dans certains jeux de Baal, chez les Aztèques, on sacrifiait le gagnant de l'équipe gagnante. Parce qu'on n'allait pas sacrifier au dieu, on n'allait pas lui sacrifier une mauviette et une lavette. On lui sacrifiait le plus beau, le plus fort. Sinon, ça ne valait pas la peine de faire un sacrifice. Alors, les hommes en question, les hommes on va dire, du Mésolithique ou du Néolithique, ils sacrifiaient ce qu'ils avaient de plus précieux dans la tribu, c'est-à-dire des jeunes filles vierges. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours la valeur la plus précieuse dans certains pays, vous le savez aussi bien que moi. Alors, pour faire l'opération en question, on les pendait aux arbres. Les jeunes filles en question, c'est là que je vous demande de... Parce que c'était comme ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire. Prenez les bouquins, vous verrez que c'est comme ça. Alors, il les suspendait aux arbres et puis ensuite, il les criblait de flèches ou de lances pour que ça saigne bien et que le sang aille nourrir les racines du dieu, pour que le dieu en question dise à ses confrères et lui-même porte de vraies et de bonnes récoltes. Seulement, il est arrivé une époque où les sacrifices humains ont commencé à décliner. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham qui a dit à qui Dieu dit « tue ton fils » et Dieu lui retient le bras. Non, maintenant tu tueras un animal. C'est le moment où les sacrifices humains ont commencé à être interdits, remplacés par des animaux qui sont toujours sacrifiés dans certaines religions, vous le savez aussi. Alors, à partir du moment où les sacrifices humains ont été interdits, on a suspendu on dira des épouvantails, des poupées, des mannequins, qui étaient toujours criblés de flèches, mais ce n'étaient plus des êtres humains. Puis progressivement, on les a assis sur des bancs, enfin bon, petit à petit, c'est devenu des balançoires. C'est tellement vrai qu'actuellement, en Crète, donc en Grèce, il y a une fête traditionnelle qui existe encore, qui s'appelle en grec Aiora, et on dit en français les Aioris, et ce sont des fêtes de balançoires. Des filles se balancent, et puis il y a tout un tas de rituels, et ce sont des rituels en fait de fécondité. Et si vous voulez avoir un clin d'œil d'une époque beaucoup plus moderne, c'est-à-dire presque aujourd'hui, vous penserez à Fragonard. Vous irez à la bibliothèque et notre charmant Romain vous fera un plaisir
fera le plaisir de vous montrer un tableau de Fragonard qui s'appelle l'escarpolette. Alors l'escarpolette, c'est une évolution encore nouvelle de la balançoire vers presque, et même pas presque, l'érotisme. En tout cas, la vision coquine. Parce que c'est un ecclésiastique, sauf erreur de ma part, ou en tout cas ça se passait dans le milieu ecclésiastique, qui a commandé à Fragonard un tableau, et Fragonard a fait un immense chêne qui couvre presque tout l'ensemble du tableau. Il y a un petit coin de ciel, là, comme ça, et il y a une jeune fille qui se balance, habillée avec des froufrous partout, et alors il lui a dit, celui qui a commandé le tableau lui a dit, arrange-toi, il a dit au peintre, arrange-toi pour qu'on voit sa cheville, et même un peu plus haut si tu peux. Et alors, de fait, vous avez à gauche du tableau, planqué dans un buisson, vous avez sans doute le commanditaire du tableau qui est là comme ça, et vous verrez que son regard n'est pas dirigé n'importe où. Donc voilà l'histoire de la balançoire. Donc quand vous balancerez, pensez à tout ça. Je vais arrêter pour ne pas plus vous lasser parce que je pourrais parler jusqu'à minuit là. Merci de votre...